La musique s'arrêta instantanément. 300 des loups-garous les plus puissants du pays plongèrent dans un silence de mort. Au centre de la salle de bal, le fils du roi Alpha, un bambin en pleine mutation férale, connu pour ses rages incontrôlables, avait ses dents plantées profondément dans l'avant-bras d'une serveuse humaine. Les gardes levèrent leurs fusils. Les invités retinrent leur souffle, s'attendant à ce que la jeune fille hurle ou que le roi l'exécute pour avoir touché son héritier. Mais elle ne hurla pas. Elle ne chercha même pas à se dégager. Au lieu de cela, elle regarda la bête grognante dans les yeux et sourit. Ce qui se passa ensuite ne fit pas que choquer le roi Alpha. Cela changea le destin de la meute entière. Voici l'histoire de Clara Thorne. Le lustre suspendu au-dessus du grand hall du domaine des Blackwood coûtait plus cher que ce que Clara Thorne gagnerait en 10 vies. Il projetait une lumière dorée vacillante sur les invités en contrebas. Des hommes en smoking sur mesure, se déplaçant avec une grâce prédatrice, et des femmes en robe de soie, observant tout de leurs yeux vifs et calculateurs. Clara ajusta le col rigide de son uniforme de traiteur. Ça la démangeait, et le plateau de tartelettes à la truffe dans sa main devenait lourd. À 23 ans, elle était humaine et totalement invisible. C'était tout l'intérêt. La meute de Blackwood, dirigée par l'impitoyable roi Alpha Silas Blackwood, ne se mélangeait pas aux humains. Les humains étaient de la main-d'œuvre, rien de plus. Garde la tête basse, les yeux fixés au sol, lui avait sifflé plus tôt son responsable, M. Henderson. Le roi Silas est de méchante humeur. Le conseil fait pression sur lui pour qu'il choisisse une nouvelle compagne ce soir. Si tu renverses une seule goutte, tu ne seras pas seulement renvoyé, tu seras traqué. Clara avait acquiescé, ravalant sa peur. Elle avait besoin de cet argent. Les factures médicales de sa grand-mère s'accumulaient au centre de soins palliatifs du centre-ville de Seattle, et la prime de risque pour travailler lors d'un gala de loup-garou était astronomique. Elle se faufila à travers la foule, esquivant un homme de grande taille avec une cicatrice au cou. Le conseiller Thorne, aucun lien de parenté, heureusement, et s'approcha du bord de la piste de danse. « Champagne ?» proposa-t-elle doucement à un groupe de femmes près de l'orchestre. L'une d'elles, une femme frappante aux cheveux blonds platine et aux yeux de glace, se tourna vers elle. C'était Béatrix Vanderpool, la fille de l'Alpha du Sud, celle que tout le monde désignait comme la favorite pour devenir la prochaine reine. Béatrix regarda le plateau, puis les chaussures bon marché de Clara. D'un mouvement subtil du poignet, elle heurta le dessous du plateau. Les réflexes de Clara étaient rapides, mais pas autant que ceux d'un loup-garou. Le plateau bascula. Une seule tartelette glissa et s'écrasa sur le sol de marbre immaculé dans un bruit mou. La conversation aux alentours s'éteignit. « Maladroite !» ricana Béatrix, sa voix couvrant la musique. « On laisse vraiment entrer n'importe quel chien errant dans le palais de nos jours. »« Je suis tellement désolée, » murmura Clara, tombant à genoux pour éponger les dégâts avec une serviette. « Je vais arranger ça. »« Laisse, » ordonna Béatrix. « Lèche-le. » Clara se figea. L'humiliation lui brûlait les joues. Elle leva les yeux, prête à refuser poliment et probablement à accepter sa mort, quand un soudain vacarme éclata depuis le grand escalier. Dans un fracas, les doubles portes au sommet des marches s'ouvrirent violemment. Une petite silhouette, haute de moins d'1 mètre, dévala les marches recouvertes de velours. C'était un garçon, mais il se déplaçait à 4 pattes, un grognement guttural déchirant sa gorge. Ses yeux brillaient d'un ambre éclatant et terrifiant. « Prince Léo !» hurla une nourrice depuis le haut de l'escalier, le visage pâle. « Il est en train de muter. Reculez tous !» Les invités s'éparpillèrent comme un banc de poissons. Un louveteau en pleine mutation était dangereux. Il n'avait aucun contrôle, aucune morale, juste l'instinct. Et on murmurait que Léo Blackwood était maudit, né d'une mère morte en couche, possédé par une rage trop grande pour son petit corps. Les gardes se précipitèrent, tasaient au poing. « Ne lui faites pas de mal !» La voix tonnante du roi Alpha Silas résonna depuis le balcon, mais il était trop loin pour intervenir. Léo percuta la piste de danse, glissant sur le marbre. Paniqué et confus, il cherchait une cible. Il bouscula les musiciens terrifiés et verrouilla son regard sur la seule personne qui n'avait pas fui,
Clara. Elle était toujours à genoux, à l'endroit où Béatrix l'avait forcée à se tenir. Léo bondit. « Bouge, idiote !» hurla M. Guy Henderson depuis l'entrée des cuisines. Clara n'eut pas le temps de se lever. Le garçon entra en collision avec elle, sa mâchoire anormalement forte se refermant sur son avant-bras. La douleur fut vive et immédiate. Ses dents déchirèrent le tissu de son uniforme et s'enfoncèrent dans sa peau. Toute la salle de bal plongea dans le silence. C'était une condamnation à mort. Une humaine venait d'être mordue par l'héritier royal. Le sang d'un humain était désormais dans la bouche du prince. Selon la loi, elle devait être exécutée pour éviter que le prince ne prenne goût à la chair humaine. Silas Blackwood sauta du balcon, atterrissant accroupi à 6 mètres de là, ses propres yeux lançant des éclairs rouges. Il rugit. « Léo, lâche-la !» Le garçon ne lâcha pas prise. Il grogna, le son vibrant à travers le bras de Clara. Béatrix cria. « Abattez la fille avant qu'il ne la tue et ne devienne férale !» Un garde leva son fusil, visant la tête de Clara pour mettre fin à la menace. « Non !» dit Clara. Sa voix n'était pas forte, mais dans ce silence, elle porta. Elle ignora le sang qui imbibait sa manche. Elle ignora le roi Alpha qui se ruait vers elle. Elle regarda l'enfant accroché à son bras. Elle réalisa qu'il n'attaquait pas, il tremblait. Ses yeux ambre étaient grands, dilatés par une terreur pure. C'était un enfant perdu dans un monde trop bruyant, trop brillant et trop agressif. Clara ne se dégagea pas. Si elle tirait, il déchirerait les chairs. Au lieu de cela, elle détendit son bras. Elle tira doucement, de manière ludique, à peine d'1 millimètre. « Tu m'as attrapé, » chuchota-t-elle, un doux sourire éclairant son visage. « Tu as attrapé le tigre, petit loup. Tu as gagné. » Léo se figea. Le goût métallique du sang était dans sa bouche, mais sa proie ne hurlait pas. Sa proie jouait. Clara tira de nouveau doucement. « Tu vas manger ma manche, ou on va jouer ?» Les grognements cessèrent. La lueur ambrée dans les yeux du garçon vacilla et s'estompa pour devenir d'un brun profond et expressif. Il desserra lentement la mâchoire. Il ne recula pas. Au lieu de cela, il pressa son front contre son bras, juste sur la marque de la morsure, et laissa échapper un petit sanglot brisé. Instinctivement, Clara l'enveloppa de son autre bras, attirant le fils de l'Alpha dans une étreinte, enfouissant son visage dans ses boucles sombres et emmêlées. « Chut !» fredonna-t-elle. « Tout va bien. Le bruit est parti maintenant. » Silas Blackwood s'arrêta net à 1,2 m. Ses griffes s'étaient sorties. Sa poitrine se soulevait violemment. Il resta pétrifié devant ce tableau. Son fils, qui n'avait laissé personne le toucher sans sédatif depuis 6 mois, s'agrippait à une serveuse humaine. Et la serveuse lui chantonnait une berceuse. Silas regarda le garde qui pointait toujours son fusil. « Baisse ton arme !» grogna-t-il, sa voix descendant d'1 octave et faisant vibrer le plancher. « Si quelqu'un la touche, je lui arrache la gorge. » Béatrix s'avança, le visage déformé par la confusion et la rage. « Silas, c'est une humaine. Elle l'a contaminée. Regarde le sang. » Silas l'ignora. Il s'approcha de Clara. Il sentait le sang, riche et métallique, mais aussi autre chose. Quelque chose de sucré, comme la vanille et la pluie. Cela frappa ses sens comme un coup de massue, rendant son loup intérieur fébrile. « Lève-toi » ordonna Silas. Clara leva les yeux, la terreur s'installant enfin, alors que l'adrénaline retombait. Elle réalisa qu'elle serrait le fils du roi dans ses bras. Elle s'empressa de se lever, essayant de détacher Léo, mais le garçon s'accrochait à sa jambe comme un petit bernic. « Je suis désolée, Votre Majesté, » balbutia Clara. Il avait juste peur. Les lumières... « Tu saignes, » dit Silas, le regard fixé sur sa manche déchirée. Il tendit sa main massive, la laissant planer au-dessus de son bras. « Ce n'est qu'une égratignure, » mentit Clara en grimaçant. « Il a mordu jusqu'aux muscles, » nota froidement Silas. Il regarda son fils, puis de nouveau Clara. « Pourquoi n'as-tu pas hurlé ?»« Hurler fait peur aux enfants, » dit simplement Clara.
Et ce n'est qu'un enfant, n'est-ce pas ? L'assistance eut un hoquet de surprise. Personne ne reprenait le roi Alpha. Personne n'appelait le prince monstre un enfant. Les yeux de Silas se plissèrent. Il se pencha, inspirant profondément près de son cou. Clara retint son souffle, son cœur tambourinant contre ses côtes comme un oiseau en cage. « Emmenez-la dans la chambre bleue », ordonna Silas à son bêta, un homme massif nommé Dominique. « Et appelez le médecin de la meute. »« Et le petit ?» demanda Dominique. Silas regarda Léo, qui tenait maintenant la main de Clara avec une poigne de fer. « Le petit va là où elle va, » dit Silas. Il se tourna vers la foule, son visage redevenant un masque d'autorité froide. « Le gala est terminé. Sortez. » La chambre bleue n'était pas un cachot, mais elle en avait l'air. C'était le bureau privé de Silas, une pièce caverneuse remplie de livres reliés en cuir et imprégnée de l'odeur de l'acajou et du tabac. Clara était assise sur un canapé en velours moelleux, le bras bandé. Le médecin de la meute, une femme aimable mais expéditive nommée Dr Harris, avait recousu la plaie avec une douceur surprenante. Léo dormait, sa tête reposant lourdement sur les genoux de Clara. Il avait refusé de lâcher les cordons de son tablier, si bien qu'ils avaient dû découper le vêtement sur elle pour soigner la blessure. La porte s'ouvrit, et la température de la pièce sembla chuter. Silas Blackwood entra. Il avait retiré sa veste de smoking et retroussé les manches de sa chemise blanche, révélant des avant-bras musclés et de légères cicatrices argentées, vestiges de batailles passées. Il n'avait plus l'air d'un roi, mais d'un prédateur entrant dans sa tanière. Il se dirigea vers le bureau, se versa un verre d'un liquide ambré et ne lui en proposa pas. « Qui t'a envoyé ?» demanda-t-il, le dos tourné. Clara cligna des yeux. « Pardon ?» Il se tourna, ses yeux gris perçants. « Une serveuse humaine qui supporte la morsure d'un louveteau alpha et utilise des techniques de désescalade avancées. Et mon fils, qui a arraché le doigt de sa dernière nourrice, bave actuellement sur ses genoux. Qui t'a envoyé ? Les renégats ? La meute du Nord ? » « L'agence d'intérim, » répondit Clara, la voix tremblante. « Staff Pro Solutions. J'avais besoin de cette mission pour payer la dialyse de ma grand-mère. » Silas ricana. Il s'approcha d'elle, la dominant du haut de sa stature. Sa proximité était accablante. Il dégageait une chaleur intense. « Ton odeur ne colle pas, » dit-il doucement. Clara se raidit. « Je me suis douchée avant de venir. »« Ce n'est pas ça, » murmura Silas. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Il la testait, réalisa-t-elle, essayant de lui arracher une confession par l'intimidation. « Tu sens le propre. La plupart des humains sentent la peur et les produits chimiques. Toi, tu sens la forêt après l'orage. »« J'utilise un savon générique, » chuchota Clara. Silas la fixa longuement. Son loup grattait au fond de son esprit, scandant un mot qu'il refusait de reconnaître. Compagne, compagne, compagne. C'était impossible. Il était le roi Alpha. Sa compagne était Lydia, et elle était morte. Les humains ne pouvaient pas être les compagnes des alphas. C'était biologiquement inouï. Et pourtant, en regardant ses grands yeux noisettes, il ressentait un besoin de protection si fort que ses dents lui faisaient mal. « Quel est ton nom ?»« Clara. Clara Thorne. »« Thorne ?» répéta-t-il. « Un nom commun. »« Mon père n'était personne, » ajouta-t-elle rapidement. « Je ne l'ai jamais connu. » Le regard de Silas tomba sur Léo. Le garçon grommela dans son sommeil, se blottissant contre le ventre de Clara. Un pincement de jalousie, bizarre et irrationnel, frappa Silas. Son fils n'avait pas dormi aussi paisiblement depuis des années. « Tu réalises que tu ne peux pas partir, » déclara Silas. Le cœur de Clara s'arrêta. « Quoi ? Monsieur, j'ai un service demain au restaurant. Je dois rentrer chez moi. »« Tu as été marqué par le prince, » dit Silas en désignant le bras bandé. « Son odeur est sur toi. Si tu franchis ces grilles, n'importe quel loup dans un rayon de 15 kilomètres pensera que tu es la propriété de la meute ou, pire, une cible. Des renégats t'enlèveraient juste pour faire pression sur moi. Donc, je suis prisonnière ? » Clara se leva, faisant attention à ne pas trop secouer Léo,
Mais le mouvement le réveilla. Léo se redressa, se frottant les yeux. Lorsqu'il vit son père dominer Clara, un grognement sourd commença dans sa poitrine. Il se précipita sur ses pieds sur le canapé, se tenant entre Clara et Silas, montrant ses petites dents à son propre père. Silas parut choqué. « Léo, calme-toi. » Léo jappa, un son sec comme celui d'un chiot, et tenta de mordre la main de Silas. « Il pense que vous me menacez, » réalisa Clara. Elle posa une main sur l'épaule de Léo. « Tout va bien, Léo. Il parle juste un peu fort. » Léo la regarda, puis se tourna vers Silas, gardant sa posture défensive. La porte s'ouvrit de nouveau à la volée. Béatrix Vanderpool entra d'un pas décidé, suivie de son père, l'Alpha Marcus du Sud. « C'est ridicule, Silas !» hurla Béatrix. « Tu laisses une humaine s'occuper de l'héritier. Elle l'a probablement infecté avec une maladie humaine. »« Baisse d'un ton, Béatrix !» avertit Silas, les yeux brillants d'un éclat rouge. « Ma fille a raison », tonna l'Alpha Marcus. C'était un homme trapu avec un visage de bulldog. Le conseil est déjà en ébullition. Une humaine liée par le sang au prince. C'est une abomination. Elle doit être éliminée. J'ai une voiture qui attend pour l'emmener au centre de traitement. Clara sentit le sang quitter son visage. Centre de traitement ? Léo sentit la menace. Cette fois, il ne fit pas que grogner. L'air autour du petit garçon sembla ondoyer. Ses os craquèrent de manière audible. « Il mute encore !» s'exclama Béatrix en reculant. « Non, ce n'est pas ça !» dit Clara. Elle ne savait pas comment elle le savait, mais elle le sentait. Une vague de chaleur émanait du garçon. « Il protège. »« Emmenez-la !» ordonna l'Alpha Marcus à ses 2 gardes personnels. Ils s'avancèrent, ignorant le grognement d'avertissement de Silas. Un garde tendit la main vers Clara. Avant que Silas ne puisse bouger, et avant que Léo ne puisse mordre, la main de Clara jaillit. Elle ne le fit pas exprès. C'était un pur instinct. Elle écarta violemment la main du garde. Zap! Une étincelle d'électricité statique, bleue et visible, claqua entre les doigts de Clara et le poignet du garde. L'homme hurla, retirant sa main comme s'il avait été brûlé. Il regarda son poignet. Il y avait une marque rouge. La pièce retomba dans un silence de mort. Silas regarda Clara, les yeux écarquillés. Les humains ne généraient pas de décharge statique laissant des marques. « Qu'est-ce que tu es ?» chuchota Béatrix, l'horreur se lisant sur son visage. Clara regarda sa main en tremblant. « Je ne sais pas. C'était juste de l'électricité. Le tapis. » Silas s'interposa entre Clara et la délégation du Sud. Son aura se fit sombre et étouffante, remplissant la pièce d'une odeur d'ozone et de pain. « Sortez !» ordonna Silas, sa voix vibrant d'un pouvoir d'alpha. « Tout le monde, tout de suite. »« Silas, tu ne peux pas la protéger !» cracha Marcus. « Le conseil exigera sa tête dès demain matin. »« Qu'il vienne !» grogna Silas. « Mais ce soir, elle reste dans l'aile royale. Quiconque essaie de la toucher aura affaire à moi. » Il fit claquer la lourde porte en chêne à leur nez et la verrouilla. Il se tourna vers Clara qui serrait Léo contre elle, tous 2 tremblants. Silas regarda cette femme qui venait de foudroyer un garde loup-garou. La femme que son fils adorait. La femme qui sentait comme sa compagne. « Clara Thorne, » dit Silas d'une voix basse et dangereuse. « Je ne pense pas que tu sois une simple serveuse. Et tant que je n'aurai pas découvert ce que tu es réellement, tu ne quitteras pas cette pièce. » Le soleil du matin n'apporta aucune chaleur au domaine des Blackwood. Il ne fit qu'illuminer la grandeur froide et imposante du territoire de l'Alpha. Clara se réveilla non pas sur un lit de camp dans son appartement exigu, mais dans un lit assez grand pour 4 personnes, couvert de draps en coton égyptien qui sentait la lavande et, plus discrètement, le roi Alpha. Elle se redressa en sursaut, les événements de la veille lui revenant en mémoire. Le gala, la morsure, la décharge électrique. Au pied du lit, enroulé comme un chien fidèle sur la couette luxueuse, se trouvait le prince Léo. Il portait toujours son petit pantalon de smoking en lambeaux. Il était réveillé et l'observait de ses grands yeux bruns intelligents. « Bonjour », chuchota Clara, terrifiée à l'idée de l'effrayer. Léo ne répondit pas, mais il grimpa sur le lit
et posa sa petite main sur son bras bandé. La douleur s'était apaisée pour devenir un élancement sourd. La porte s'ouvrit sans que l'on frappe. Ce n'était pas Silas, mais une femme à l'allure sévère en uniforme de gouvernante, accompagnée de 2 gardes armés. « Le roi vous attend dans le salon solaire », dit la femme en fronçant le nez comme si elle sentait quelque chose de pourri. « Ne le faites pas attendre, et ne vous imaginez pas une seconde que vous êtes une invitée ici. Vous êtes une nécessité biologique pour calmer le prince, rien de plus. » Clara ravala sa fierté. « Je dois appeler l'hôpital. Ma grand-mère… » « Votre grand-mère a été transférée dans une suite privée à Saint-Jude, » l'interrompit froidement la femme. « Tous les frais sont pris en charge par la couronne, tant que vous restez coopérative. » C'était une cage dorée. Clara comprit alors que Silas Blackwood n'avait pas seulement de l'argent, il avait le pouvoir de remodeler la réalité. Elle enfila les vêtements qu'on lui avait laissés, une robe grise modeste et simple qui ressemblait étrangement à un uniforme de gouvernante, et suivit les gardes. Léo refusa d'être porté par le personnel, trottant sur les talons de Clara et grognant contre quiconque s'approchait trop près. Dans le salon solaire, une pièce entièrement vitrée surplombant les forêts de pins embrumés, Silas se tenait de dos. Il était au téléphone, sa voix basse et létale. « Je me moque de ce que pense le conseil, Vanderpool. Si vous la menacez encore, je considérerai cela comme un acte de guerre contre la couronne. Oui. Adieu. » Il raccrocha et se tourna. La lumière matinale soulignait les angles saillants de sa mâchoire. Il avait l'air fatigué, mais l'intensité de ses yeux gris était intacte. « Assieds-toi », ordonna Silas en désignant une table dressée pour un petit déjeuner élaboré. Clara s'exécuta. Léo grimpa sur la chaise à côté d'elle, attrapant un croissant à 2 mains. « Le conseil réclame ton exécution », dit Silas en beurrant une tartine avec une précision chirurgicale. Il pense dit que tu es une sorcière ou une humaine génétiquement modifiée envoyée pour assassiner l'héritier. La décharge électrique d'hier soir les a déstabilisés. C'était juste de l'électricité statique, insista Clara, même si elle savait que c'était un mensonge. Elle avait senti la chaleur s'accumuler dans son ventre avant qu'elle ne jaillisse de ses doigts. Peut-être, dit Silas, peu convaincu. Mais pour l'instant, tu as un nouveau titre. Tu es la gouvernante du prince. Tu vivras ici, tu mangeras ici, tu ne quitteras jamais le domaine. Pour combien de temps ? Demanda Clara. Jusqu'à ce que je comprenne pourquoi mon fils, qui n'a pas dit un mot depuis la mort de sa mère, est actuellement en train de fredonner, fit remarquer Silas. Clara regarda Léo. L'enfant fredonnait effectivement une mélodie douce et sans queue ni tête, tout en dévorant son croissant. Il est traumatisé, dit Clara d'une voix plus ferme. Ce n'est pas un monstre, votre majesté. C'est un bambin qui peut se transformer en loup. C'est terrifiant pour lui. Il a besoin de stabilité, pas de garde avec des tasers. Silas arrêta de manger. Il regarda Clara avec une expression étrange entre l'agacement et la fascination. Personne ne lui parlait sur ce ton. « Alors, apporte-lui cette stabilité, » dit Silas. « Mais sois prévenu. Le personnel ici est fidèle aux anciennes traditions. Beaucoup voulaient que Béatrix Vanderpool devienne la belle-mère du petit. Tu es un obstacle. Surveille tes arrières, Clara Thorne. » L'avertissement s'avéra prophétique dans l'heure qui suivit. Après le petit déjeuner, Clara emmena Léo à la garderie. C'était une pièce froide et stérile, remplie de jouets coûteux encore dans leur boîte. Pendant que Clara cherchait un livre à lui lire, une servante entra avec un plateau de thé. « Compliment de Lady Béatrix », dit la servante, un sourire en coin. Elle posa le plateau sur la table basse, renversant, accidentellement, la lourde théière en porcelaine vers Léo. Clara bougea plus vite qu'elle n'aurait cru possible. Elle ne réfléchit pas. Elle bondit. Elle tendit la main, rattrapant la théière brûlante en plein vol par la poignée, à quelques centimètres du visage de Léo. L'eau bouillante éclaboussa sa main, brûlant instantanément la peau. Clara ravala un cri, les yeux larmoyants. La servante eut un hoquet, non par inquiétude, mais par choc devant la rapidité de Clara. Léo vit la vapeur. Il vit la peau rouge et à vif de Clara. Le grognement qui déchira la gorge du garçon n'était pas un son d'enfant. C'était le son d'un alpha adulte,
Il bondit sur la servante, mutant en plein vol. Ses vêtements se déchirèrent, alors que les poils poussaient, et un louveteau de 30 kilos projeta la servante contre le mur. « Léo! Non !» cria Clara, ignorant la douleur dans sa main brûlée. Elle attrapa le loup par la peau du cou. N'importe quel autre humain y aurait laissé un bras. Mais Léo se figea à son contact. Il gémit, regardant tour à tour la servante terrifiée et la main brûlée de Clara. « Tout va bien », apaisa Clara, s'agenouillant au niveau du loup. « Regarde-moi, je vais bien, ne lui fais pas de mal. » La porte s'ouvrit violemment. Silas était là en un instant, attiré par le bruit de la mutation. Il prit la mesure de la scène. La servante recroquevillée, l'eau répandue, la main cloquée de Clara, et son fils sous forme de loup tremblant sous le contact de Clara. Silas s'approcha de la servante. Il ne cria pas. Il ne grogna pas. Il se pencha simplement et murmura « Si jamais tu mets encore en danger mon fils ou son invité, tu ne quitteras pas ce domaine vivante. Sors. » La servante s'enfuit en sanglotant. Silas se tourna vers Clara. Il prit sa main brûlée dans la sienne. Sa peau était fraîche. Il ferma les yeux et une douce lumière bleue émana de ses paumes. Clara regarda avec émerveillement les cloques sur sa main s'estomper. La douleur disparut, remplacée par un picotement. « Guérison d'Alpha », murmura Silas, les yeux toujours fermés. « Ça me coûte beaucoup, alors essaie de ne pas prendre l'habitude de te blesser. »« Vous m'avez guéri », chuchota Clara. « Pourquoi ? Je ne suis qu'une humaine. » Silas ouvrit les yeux. Le gris tourbillonnait avec des éclats d'or. « Parce que, dit-il d'une voix rauque, quand tu as été brûlé, je l'ai ressenti. Et ça, c'est impossible. » Il lâcha sa main comme si elle était en feu et recula, la regardant avec une suspicion renouvelée. Le lien de compagne. C'était un mythe que les alphas puissent se lier à des humains. Mais la douleur sympathique en était un symptôme primaire. « Habille-toi pour l'extérieur », ordonna Silas, se retranchant derrière son masque d'alpha froid. « Nous allons au terrain d'entraînement. Je veux voir comment tu te débrouilles quand les menaces ne sont pas juste des servantes maladroites. » Le terrain d'entraînement était une vaste étendue de forêt défrichée à la limite du territoire des Blackwood, bordée par de hautes clôtures en fer, conçues pour empêcher les intrus d'entrer et la meute de sortir. Béatrix Vanderpool était là, avec son père l'Alpha Vanderpool et une douzaine d'autres loups de haut rang. Ils observaient, ce qui, Clara le savait, signifiait qu'ils attendaient qu'elle échoue. Clara se tenait sur l'herbe, se sentant vulnérable dans sa robe simple et ses bottes d'emprunt. Léo s'agrippait à sa jambe, refusant de jouer avec les autres enfants de la meute qui s'entraînaient à proximité. « Le test est simple », tonna l'Alpha Vanderpool, sa voix dégoulinant de condescendance. « Si elle doit être la nourrice de l'héritier, elle doit être capable de le contrôler durant une frénésie. Nous allons lâcher un lapin. Léo le chassera. Elle doit l'arrêter avant qu'il ne le tue. C'est un enfant, pas un animal de cirque, » s'emporta Clara. « C'est un prédateur, » intervint Béatrix en s'avançant, impeccable dans sa tenue tactique en cuir blanc. « Et si tu ne peux pas contrôler ses instincts, tu ne sers à rien. » Silas se tenait sur la touche, les bras croisés. Il n'intervint pas. Il avait besoin de voir cela. Il devait savoir si l'influence de Clara était réelle ou n'était qu'un coup de chance. « Lâchez le lapin », ordonna Silas. Un garde ouvrit une cage. Un lièvre s'élança à travers le champ. L'instinct prit le dessus chez Léo. Ses yeux brillèrent d'un éclat ambre. Il mua instantanément, déchirant ses vêtements, et se rua après le lapin avec une vitesse aveuglante. La pulsion de prédation était absolue. « Léo, arrête !» appela Clara. Le loup l'ignora. Il se rapprochait du lapin, la mâchoire prête à claquer. Béatrix eut un sourire méprisant. « Tu vois ? Inutile. » Clara ne courut pas après lui. Elle savait qu'elle ne pouvait pas distancer un loup. Au lieu de cela, elle siffla. Ce n'était pas un sifflement ordinaire. C'était un son aigu à 2 tons, un signal qu'elle ne se souvenait pas avoir appris. Cela lui vint simplement aux lèvres, surgi d'une mémoire enfouie. Le son trancha l'air comme un fouet. Léo s'arrêta net,
ses griffes labourant le gazon. Il s'immobilisa à quelques centimètres du lapin terrifié. Ses oreilles pivotèrent vers Clara. La frénésie dans ses yeux se dissipa, remplacée par la confusion et l'obéissance. Il s'assit en haletant, laissant le lapin s'échapper. Les spectateurs étaient stupéfaits. Ce sifflement était une commande utilisée par l'élite de la garde royale il y a des décennies, une commande tombée en désuétude. Silas s'avança, les yeux plissés. « Où as-tu appris ce sifflement ?»« Je ne sais pas, » balbutia Clara. « Je l'ai juste fait. » Avant que Silas ne puisse l'interroger davantage, l'air changea. Le vent tourna, apportant une odeur qui fit se raidir tous les loups présents sur le terrain. De la viande pourrie et du soufre. « Des renégats !» rugit l'Alpha Vanderpool. Les sirènes d'alarme retentirent. De la lisière des bois, des formes sombres surgirent. Des loups renégats bannis, féroces et rendus fous par la faim. Ils avaient à contourner les capteurs périmétriques. C'était une embuscade. « Mais Léo à l'abri !» cria Silas à Clara, se transformant en un massif loup noir de jet. Il se jeta sur la première vague de renégats, un tourbillon de violence et de puissance. Le chaos éclata. Les guerriers de la meute engagèrent le combat. Béatrix sortit une dague d'argent, se battant avec une habileté impressionnante. Clara attrapa Léo, toujours sous forme de loup, et courut vers le refuge en bordure de terrain. « Cours, Léo, vas-y !» Mais un renégat, une bête grise massive avec une oreille manquante, leur coupa la route. Il grogna, de la bave s'écoulant de ses dents jaunes. Il ne regardait pas Léo, il regardait Clara. « L'humaine !» croassa le renégat. Certains des plus anciens pouvaient en parler même sous leur forme de loup. « La sorcière !» Il bondit. Clara tomba à la renverse, protégeant Léo de son corps. Elle s'attendait au croc. Elle s'attendait à la mort. Mais la mort ne vint pas. Léo, petit et terrifié, sauta devant elle. Il jappa une petite provocation face au monstre. Le renégat balaya Léo d'un revers de patte comme une mouche. Le garçon percuta un tronc d'arbre dans un craquement sinistre et resta immobile. « Non !» hurla Clara. Quelque chose se brisa en elle. La peur s'évapora, remplacée par une rage blanche et brûlante. Le renégat la dominait, prêt à l'achever. La main de Clara se referma sur une branche tombée au sol, mais alors qu'elle la serrait, le bois sembla s'assombrir, devenant dur et métallique dans sa main. Quand le renégat plongea vers sa gorge, Clara ne scia pas. Elle projeta la branche vers le haut, mais ce n'était plus une branche. C'était une lance. Dans la fraction de seconde où elle frappa, le bois s'était durci, sa pointe s'affinant jusqu'à devenir une aiguille luminescente d'un violet pâle. Elle enfonça la lance improvisée dans le poitrail du renégat, transperçant son cœur. Le renégat eut un hoquet. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et il s'effondra comme une masse sur elle. Clara repoussa la bête lourde, cherchant son souffle. La lance dans sa main tomba en poussière de bois pourri. Le silence retomba sur la zone. La bataille s'achevait. Silas et ses gardes avaient décimé les assaillants. Silas s'approcha entre-temps, reprenant sa forme humaine, torse nu et couvert du sang des renégats. Il regarda le renégat mort, une mise à mort qui aurait dû être impossible pour une humaine avec un bâton. Il regarda la poussière dans la main de Clara. Puis, il regarda Léo, gisant immobile près de l'arbre. « Léo !» Silas tomba à genoux aux côtés de son fils. « Il respire !» s'étrangla Clara en rampant vers eux. « Il s'est cogné la tête. » Silas vérifia le pouls du garçon. « Il est vivant. Mais ça... » Il regarda de nouveau le renégat mort. C'était une attaque coordonnée. C'est toi qu'il visait. Béatrix s'approcha, essuyant du sang noir sur sa joue. Elle fixa le renégat mort, puis Clara. Ses yeux se plissèrent, calculateurs. « C'est elle qui les a menés ici !» accusa Béatrix, pointant un doigt tremblant vers Clara. Les renégats ont contourné les capteurs. Quelqu'un a abaissé le bouclier, et c'est la seule étrangère ici. Elle leur a fait un signal avec ce sifflement. « C'est un mensonge !» s'écria Clara. « J'ai sauvé Léo !»
Tu as failli le faire tuer, hurla Béatrix. Si tu n'avais pas été là, il serait en sécurité à la garderie. Les membres de la meute murmurèrent, la peur et la suspicion prenant racine. Une humaine tuant un renégat? Impossible, à moins qu'elle n'utilise de la magie noire, à moins qu'elle ne soit une sorcière travaillant avec l'ennemi. Silas se leva, soulevant son fils inconscient dans ses bras. Il regarda Clara. La chaleur qu'elle avait vue à la garderie avait disparu. Il était le roi Alpha maintenant, et son royaume était attaqué. « Emmenez-la aux cellules de détention », ordonna Silas aux gardes. « Silas, non !» supplia Clara en tendant la main. « Je n'ai pas fait ça. »« Tu as tué un renégat avec un morceau de bois, Clara, » dit Silas froidement. « Les humains normaux ne peuvent pas faire ça. Tant que je n'aurai pas découvert comment les boucliers ont été abaissés, tu es suspecte. » Alors que les gardes lui saisissaient les bras, l'entraînant loin de la seule personne qui l'avait jamais fait se sentir en sécurité, Clara vit Béatrix Vanderpool glisser quelque chose dans sa poche. C'était un petit boîtier, la télécommande de la clôture périmétrique. Clara hurla. « Elle a la télécommande. Béatrix a la télécommande. » Mais sa voix fut étouffée par le rugissement des loups rassemblés. Alors qu'on l'emmenait, Clara regarda Silas. Il ne la regardait pas. Il fixait la poussière au sol, là où la lance s'était trouvée, son expression traduisant une reconnaissance terrifiée. Il connaissait cette magie. Il l'avait vue dans les livres d'histoire. C'était la magie du Coven de la Lune, les ennemis ancestraux des loups-garous, les sorcières que l'on croyait exterminées depuis 200 ans. Le donjon sous le domaine des Blackwood n'était pas un endroit avec des barreaux de fer et des squelettes, mais une installation de confinement de haute technologie conçue pour des créatures capables de transpercer le béton. Clara était assise dans la cellule 4, un cube aux parois de verre qui vrombissait avec un étouffoir de son à basse fréquence. Elle serrait ses genoux contre sa poitrine. Cela faisait 12 heures. Pas d'eau, pas de nourriture. Juste le silence vrombissant et l'image du petit corps de Léo percutant l'arbre qui tournait en boucle dans son esprit. Est-il vivant? C'était la seule pensée qui importait. Le sifflement hydraulique de la porte la fit sursauter. Silas entra. Il portait toujours le pantalon tactique taché de sang de la bataille, mais il avait enfilé une chemise noire propre. Il avait l'air épuisé, le poids de la couronne pesant sur ses larges épaules. Il tenait une tablette et un petit sac plastique contenant la poussière de la lance de bois. Il ne parla pas d'abord. Il tapa un code sur la paroi de verre, et le panneau coulissa. Il entra, la pression de l'air changeant instantanément. « Comment va Léo ?» demanda Clara, la voix brisée. « Il a une commotion cérébrale, une côte fêlée, mais il guérit, » dit Silas, d'une voix dénuée d'émotion. « Il s'est réveillé il y a 1 heure. Il t'a réclamé. » Clara laissa échapper un soupir qu'elle ne savait pas retenir. « Dieu merci. »« Je lui ai dit que tu étais parti, » dit Silas. Clara tressaillit comme s'il l'avait giflée. « Pourquoi ? Pourquoi lui avoir menti ? » « Parce que tu es dangereuse, Clara. » Silas brandit le sac de poussière. « Sais-tu ce que c'est ? C'est du bois de la branche. » « C'est de la matière qui a été réarrangée moléculairement, » corrigea Silas. « Nous avons analysé le résidu. Pendant 3 secondes, cette branche est devenue un alliage d'acier au carbone. Ce n'est pas quelque chose qu'un humain fait. Ce n'est même pas quelque chose qu'un loup fait. » Il s'approcha, envahissant son espace. « Il y a 200 ans, il y a eu une guerre. Les loups-garous contre le Coven de la Lune. Des sorcières qui tirèrent leur pouvoir non pas de sort, mais de la lumière de la lune elle-même. Elles pouvaient changer les propriétés de la nature. Elles ont été anéanties parce qu'elles étaient trop puissantes pour coexister avec nous. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. » Clara le regarda, confuse. « Je ne suis pas une sorcière, Silas. Je travaillais dans un restaurant. J'ai grandi dans une famille d'accueil dans l'Ohio. »« Vraiment ?» Silas balaya l'écran de la tablette et lui montra un document. « J'ai demandé à mon équipe de renseignement de faire une vérification approfondie pendant que tu étais assise ici. Il n'y a aucune trace d'une Clara Thorne née dans l'Ohio. Ton certificat de naissance est un faux. Ton numéro de sécurité sociale appartient à un homme mort en 1990. » Le monde de Clara bascula. « C'est impossible. »
Ma grand-mère? Ta grand-mère est une infirmière psychiatrique à la retraite qui t'a recueilli quand tu as été déposé sur son perron alors que tu étais bébé, révéla Silas. Elle n'est pas ta parente de sang. Tu n'as pas de famille, Clara, parce que ton espèce est éteinte. Clara recula jusqu'à ce que son dos touche le verre froid. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Que je suis une ennemie ancestrale envoyée pour tuer votre fils? Je ne sais plus quoi penser, rugit Silas, son contrôle lâchant enfin. Mon loup veut mettre cette ville à feu et à sang pour te protéger. Mais ma tête me dit que tu es la menace. Les renégats sont entrés, Clara. Quelqu'un a abaissé les boucliers. C'était Béatrix, cria Clara en retour. Je l'ai vue mettre la télécommande dans sa poche. Les yeux de Silas s'adoucirent juste une fraction de seconde. Il voulait la croire. Il tendit la main, écartant une mèche de cheveux de sa joue. L'étincelle, cette électricité statique, jaillit de nouveau entre eux, plus forte cette fois. C'était comme deux aimants qui se clippent. « Si tu es innocente, » murmura Silas, sa voix rauque d'un désir refoulé. Alors prie pour que le conseil ne trouve pas la preuve qu'il cherche. Parce que je ne peux pas les empêcher d'exécuter un traître, même si... Il se coupa. Même si elle était sa compagne, il ne pouvait pas le dire. C'était une trahison. Il se tourna et partit, la paroi de verre coulissant pour l'enfermer de nouveau dans le silence. 2 heures plus tard, les lumières du couloir vacillèrent et s'éteignirent. Le bruit distinct des caméras de sécurité qui se coupèrent retentit. Une silhouette émergea des ombres. C'était Béatrix Vanderpool. Elle ne portait pas sa robe de gala ni sa tenue tactique. Elle était toute en noir, une lampe de poche à la main. Elle tapa un code sur le clavier. La porte de verre ne s'ouvrit pas, mais l'étouffoir de son s'éteignit, leur permettant de parler à travers les évents. « Confortable ?» susurra Béatrix, braquant la lumière sur le visage de Clara. « Sors-moi de là, Béatrix, » dit Clara en se levant. « Je sais que tu as la télécommande. Silas finira par comprendre. » Silas est un idiot, aveuglé par le désir. Béatrix rit, un son froid et cassant. « Il pense que tu es une espionne. Il ne sait pas ce que tu es vraiment. Mais moi, je le sais. » Béatrix sortit quelque chose de sa poche. Ce n'était pas la télécommande. C'était un vieux livre relié en cuir. « J'ai trouvé ceci dans les archives royales il y a des années, » dit Béatrix. « La prophétie de la lune blanche. Quand l'héritier du roi loup tombera, la fille de la lune se lèvera pour le rattraper. Son sang lira la meute ou la brisera. » Béatrix ricana. « Tu es la fille de la lune, Clara. Une arme biologique conçue pour asservir les loups alpha. C'est pour ça que Léo est obsédé par toi. C'est pour ça que Silas ne peut plus réfléchir. Je veux juste rentrer chez moi, dit Clara, les larmes aux yeux. Tu n'as pas de maison, cracha Béatrix. Et tu n'auras bientôt plus de vie. Demain matin, le conseil votera. Mon père a déjà la majorité. Tu seras exécuté pour trahison et tentative de régicide. Béatrix s'approcha du verre, pressant sa main contre. Dans son autre main, elle tenait la télécommande de la clôture. « Je l'ai gardée ?» chuchota-t-elle. « Juste au cas où j'aurais besoin de la placer sur toi. Mais je n'en ai plus besoin. Le doute suffit. Adieu, Clara. Salue ton extinction de ma part. » Elle ralluma les caméras et disparut dans l'obscurité, laissant Clara avec la terrifiante certitude qu'elle allait mourir pour un crime qu'elle n'avait pas commis, simplement pour être née ce qu'elle était. Le grand hall de la meute de Blackwood était conçu pour intimider. Des piliers de pierre massif s'élevaient vers un plafond voûté peint de fresques de la première chasse. Au centre de la pièce se tenait le cercle du jugement, une estrade surélevée en obsidienne. Clara fut traînée dans le hall enchaînée. C'étaient de lourds bracelets plaqués argent qui lui brûlaient la peau. L'argent était toxique pour les loups, mais il semblait aussi étouffer son énergie. Elle se sentait faible, nauséeuse. Les galeries étaientébondées. Des centaines de loups, des membres de la meute, des dignitaires en visite et la presse l'observaient avec des yeux hostiles. Ils voyaient la femme qui avait laissé entrer les renégats, la femme qui avait blessé leur prince. Silas trônait au centre, le visage de marbre.
À sa droite siégeait l'Alpha Marcus, le père de Béatrix. À sa gauche, les anciens du conseil. « Clara Thorne !» hurla l'Alpha Marcus, sa voix amplifiée par l'acoustique du hall. « Tu es accusée de haute trahison, de collusion avec des forces renégates et d'usage de sorcellerie interdite sur le territoire royal. Comment plaides-tu » ? « Innocente !» cria Clara, bien que sa voix soit enrouée. « J'ai sauvé le prince Léo. Béatrix Van Der Poel a abaissé les boucliers. » Un rire moqueur parcourut la foule. « Ma fille, » dit Marcus avec assurance, était en première ligne pour défendre le territoire. Nous avons les enregistrements de sa signature biologique dans la zone de combat. Alors que toi, il désigna un grand écran. Une vidéo fut diffusée. Elle était truquée. Elle montrait Clara debout près de la clôture périmétrique quelques minutes avant l'attaque, la main levée. On n'y voyait pas de télécommande, juste Clara là, seule. Les sorcières techno peuvent manipuler les flux vidéo, interrompit Silas, sa voix dominant le tumulte. Cela ne prouve rien. Cela prouve l'opportunité, répliqua Marcus. Et nous avons le témoignage du renégat survivant. Le sang de Clara se glaça. Un renégat survivant? Des gardes amenèrent un prisonnier. C'était un jeune loup, à peine 18 ans, roué de coups et ensanglanté. Il regarda l'Alpha Marcus, la terreur dans les yeux. Il avait clairement été torturé. « Dis-nous » ordonna Marcus. « Qui vous a laissé entrer ?» Le garçon regarda Clara. Il trembla. « C'est elle » mentit-il, la voix chevrotante. « La sorcière. Elle nous a promis un festin si nous tuions le prince. »« Menteur » hurla Clara. « Il ment. Regardez-le. Il a peur de vous. »« Assez !» Marcus frappa du poing sur la table. « Les preuves sont accablantes. L'espèce de l'accusée est confirmée comme étant une sorcière de la lune, un ennemi naturel de notre espèce. Elle a envoûté le roi Alpha et le prince pour accéder à nos défenses. La sentence doit être la mort. » Les anciens acquiescèrent. La foule rugit son accord. « Mort! Mort! Mort !» Silas se leva. La pièce fit silence. Le pouvoir d'Alpha émanait de lui par vagues, faisant gémir les loups les plus faibles. « Je suis le roi !» grogna Silas. « Et je dis qu'il n'y a pas assez de preuves. »« Vous êtes compromis !» cria Marcus en se levant pour lui faire face. « La sorcière a embrumé votre esprit, Silas. Si vous ne pouvez pas accomplir votre devoir et protéger la meute, le conseil a le droit d'invoquer le défi de l'Alpha. » L'assistance eut un hoquet. Un défi? C'était un combat à mort pour la couronne. Si Silas refusait d'exécuter un traître, il perdrait son trône. Silas regarda Clara. Elle était petite, sale et tremblante dans ses chaînes. Mais elle gardait la tête haute. Elle ne regardait pas la foule. Elle le regardait, lui, le suppliant silencieusement de lui faire confiance. Il ne pouvait pas perdre le trône. Si Marcus prenait le pouvoir, Léo serait tué ou exilé, et Clara serait torturée. « Il n'y aura pas de défi, » dit Silas d'une voix éteinte. « Nous allons procéder au rite de purification. » Le cœur de Clara s'arrêta. Il abandonnait. « Excellent, » sourit Marcus. « Apportez le collier d'argent. » 2 exécuteurs s'avancèrent, portant un lourd collier en métal orné. Ce n'était pas seulement de l'argent, il était gravé de runes de lien. « Le rite de purification », expliqua Marcus pour la foule. « Nous testerons sa nature. Si elle est humaine, le collier sera simplement lourd. Si c'est une sorcière, l'argent réagira avec sa magie, brûlant la corruption en elle jusqu'à ce qu'elle soit purifiée ou morte. » C'était un instrument de torture. Clara fut forcée de s'agenouiller. Elle regarda Silas, la trahison lui brûlant la poitrine. « Silas, je t'en prie, » murmura-t-elle. Silas agrippa les accoudoirs de son trône si fort que le bois vola en éclats. « Fais-moi confiance, » articula-t-il sans un bruit. L'exécuteur fixa le lourd collier autour du cou de Clara. Clic. Au début, rien ne se passa. Puis Clara hurla. Ce n'était pas de la chaleur, c'était de la glace. C'était comme si de l'azote liquide coulait dans ses veines. Sa vision devint blanche. Les runes sur le collier commencèrent à luire d'un vert maladif.
Elle réagit, cria Marcus triomphalement. C'est une sorcière. Augmentez la pression. L'exécuteur tourna une clé sur le collier. Le métal se resserra, l'étouffant. Clara chercha son air, ses mains griffant le métal. Des étincelles d'électricité violette jaillirent de ses doigts, crépitant sur le sol. « Voyez !» pointa Marcus. « De la magie, tuez-la, finissez-en !» Silas se leva, ses griffes sortant. Il ne pouvait plus supporter cela. Il était sur le point de sauter dans le cercle, au diable le trône, quand les massives doubles portes du grand hall explosèrent. Boum! Des éclats de chaîne volèrent à travers la pièce. Silhouette frêle dans une chemise d'hôpital, pieds nus, des bandages autour des côtes et de la tête, le prince Léo se tenait là. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, les ombres semblaient s'étirer et se tordre, formant les silhouettes de loups spectraux géants. La foule se tut. Léo entra dans la pièce. Il ne ressemblait pas à un bambin. Il ressemblait à un roi en miniature. Il passa devant les gardes stupéfaits, devant le conseil terrifié, droit vers le cercle du jugement. Il regarda l'exécuteur qui torturait Clara. Et là, pour la première fois en 3 ans, le prince silencieux parla. Sa voix était petite, rauque, mais elle résonna avec une puissance qui fit vibrer les vitraux. « Lâchez ma maman. » Léo frappa son petit pied nu contre le sol. Une onde de choc d'énergie d'alpha pur, mêlée à quelque chose de violet et d'ancestral, jaillit de l'enfant. Elle frappa les exécuteurs comme un train de marchandises, les projetant contre les piliers de pierre. La force de l'explosion pulvérisa le verrou du collier d'argent. Il tomba du cou de Clara dans un bruit métallique. Clara s'effondra en avant, toussant, cherchant son souffle. Léo courut vers elle, tombant à genoux et enroulant ses petits bras autour de son cou. « Maman! Maman !» pleura-t-il, enfouissant son visage contre son épaule. Silas regardait depuis son trône, le cœur battant à tout rompre. Son fils avait parlé. Et pas seulement parlé. Il avait utilisé la voix, un pouvoir qu'aucun alpha n'avait possédé depuis un millénaire, le pouvoir de commander à la réalité. Et il avait appelé cette femme humaine « maman ». L'alpha Marcus se remit du choc. Il sortit une arme de sa veste, une violation de toute tradition, et visa Clara et le petit. « Abomination !» hurla Marcus. « Tous les deux sont des démons !» Il pressa la détente. Le coup de feu résonna comme un coup de canon dans le grand hall. Le temps sembla s'étirer à l'infini. Silas rugit, se jetant du trône, mais il était trop loin pour arrêter la balle. Clara ne hurla pas. Elle ne se recroquevilla pas. En regardant le petit garçon terrifié dans ses bras, un instinct féroce et ancestral prit le dessus. Elle leva la main, paume ouverte vers la balle. « Stop !» L'air ondoya. Une barrière translucide de lumière violette, tissée d'énergie lunaire pure, se matérialisa devant eux. La balle frappa la barrière et s'aplatit instantanément, tombant sur le sol de pierre, dans un tintement inoffensif. Le silence qui suivit fut absolu. Clara abaissa sa main, ses yeux brillants de la même lumière éthérée que le bouclier. Elle n'était plus une simple serveuse. Elle était l'éveil. Silas n'hésita pas. Il percuta l'alpha Marcus avec une force inouïe, clouant le traître au sol. « Tu as tiré sur l'héritier !» grogna Silas, ses griffes sous la gorge de Marcus. « Selon les lois ancestrales, ta vie est perdue. »« C'est un monstre !» s'étrangla Marcus. « C'est la protectrice !» rugit Silas, sa voix faisant trembler les piliers. Il fouilla dans la poche de Marcus où Béatrix avait glissé la télécommande dans le chaos et la sortit. Il la brandit pour que le conseil la voie. La télécommande de la clôture périmétrique, trouvée sur l'Alpha du Sud. La foule se retourna instantanément contre les Vanderpool. Des gardes se saisirent de Béatrix qui hurlait en essayant de s'enfuir. Silas se leva et se dirigea vers Clara et Léo. Tout le hall retint son souffle. Le roi s'agenouilla, non pas devant le conseil, mais devant la femme au centre de la pièce. Il prit la main de Clara, embrassant les jointures qui crépitaient encore d'énergie violette.
Merci, chuchota-t-il. Léo tira sur la manche de Silas. Papa, dit le garçon, sa voix prenant de l'assurance. Elle reste. Oui, sourit Silas, les prenant tous les deux dans ses bras. Elle reste pour toujours. Les anciens du conseil regardèrent la sorcière de la lune tenant l'héritier Alpha et, un par un, ils mirent genoux à terre. Ils ne s'inclinaient plus devant un roi. Ils s'inclinaient devant une famille. C'est ainsi qu'un plateau de tartelettes renversées mena à l'ascension de la première reine de la lune en 3 siècles. Clara n'a pas seulement survécu au monde du roi Alpha, elle l'a sauvé. Il s'avère que, parfois, la personne que vous sous-estimez est la seule assez forte pour arrêter une balle.